Amigo, aujourd'hui je te propose la vidéo la plus salée de l'histoire de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais dézinguer absolument tout ce que je ne supporte plus dans le football. Parce que oui, j'aime le football, c'est ma passion, mais même la passion a ses limites. Et franchement, vu l'état dans lequel se trouve le football actuellement, il y en a des choses à dire. Sportifs, extra-sportifs, dirigeants, joueurs, supporters, tout le monde va prendre cher aujourd'hui. Avant de faire mon vieux râleur, amigo, j'ai un maillot à te faire gagner, le maillot du club ou du pays de ton choix. Et oui, c'est l'heure de notre traditionnel jeu concours avec Parions Sport en ligne, la meilleure plateforme de paris sportifs en ligne. Bien sûr, toujours un maillot à gagner. Ce mois-ci, ça se passe sur mon compte Twitter, enfin sur X, normalement, il faut dire X maintenant. Perso, je m'y fais pas. Comme d'habitude, le jeu concours est gratuit et comme d'habitude, pour participer, il te suffit d'une, d'être majeur. On insiste particulièrement sur ce point. On rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et même pour les majeurs, quand on joue toujours de manière raisonnable. Donc si t'es bon sur ce point, amigo, pour la suite, c'est très simple. Il te suffit de nous suivre sur X, Parions Sport et moi-même et d'aller checker mon dernier post. Je t'ai tout mis dans la description. Le gagnant sera tiré au sort à la fin du mois. Allez, on va commencer avec un sujet pas trop controversé. Je pense que sur celui-là, on sera à peu près tous d'accord. Il y en a d'autres sur lesquels vous allez grincer des dents, mais celui-là, je pense que ça ira. C'est l'utilisation du VAR, du vidéo arbitrage dans le football. Je suis tellement déçu. Mais vraiment, parce que quand il arrive, le VAR, oui j'insiste, c'est le VAR, le vidéo arbitrage. Quand il arrive dans le foot, mais moi je crie au Messi, je suis heureux, je me dis enfin on va avoir plus de justice, moins d'erreurs d'arbitrage, moins de soupçons de corruption. Vraiment je me suis dit mais c'est super. Je n'y voyais que du positif. Certains à l'époque disaient non, ça va aller contre l'esprit du jeu, tout ça. J'étais assez contre cet avis à l'époque, mais aujourd'hui je me rends compte, mais ouais, pas. Vous aviez raison. Bon, déjà sur les célébrations de buts, c'est vrai que c'est un peu relou, on s'y est toujours pas fait. On voit toujours des joueurs qui sont un petit peu hésitants, ou des célébrations qui sont coupées en plein milieu, ou alors on voit aussi beaucoup de temps pour qu'une décision soit prise. Donc t'as les joueurs qui sont là, qui attendent, et au final, pour rien. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas ouf. Mais si encore c'était que ça le problème, je me dirais bon, ça va. Mais non, ça s'arrête pas juste à ça. Parce qu'au final, les problèmes, ils sont toujours là. Les erreurs, elles sont toujours là. Les soupçons de corruption, ils sont toujours là. Et je dirais même qu'il y a des nouveaux problèmes qui se sont rajoutés. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'utilisation de la vidéo est tellement froide. Mais vraiment, ça va contre l'esprit du jeu. On en oublie presque que les joueurs sont des êtres humains. Quand je vois des pénaltys sifflés alors qu'un joueur s'est fait allumer à bout portant, le ballon lui arrive sur la main à 30 km/h alors qu'il était à 2 mètres du porteur du ballon, bah je suis désolé, je trouve ça absolument ridicule. Mais non, on va te dire, oui mais il y a eu contact, donc c'est penalty. C'est insupportable. À un moment donné, faut pas oublier que ce ne sont pas des robots qui jouent, ce sont des êtres humains. Donc oui, appliquer les règles, très bien, on ne demande que ça. Mais il ne faut pas non plus oublier le bon sens, l'esprit du jeu. Alors les mots que je vais employer là seront peut-être un petit peu durs, désolé s'il y a des arbitres, et n'hésitez pas dans les commentaires à participer au débat. Mais moi j'ai quand même l'impression que cette application très froide des règles, au final c'est juste un moyen de se protéger, de ne pas assumer ses responsabilités. Non, l'image a dit ça. On voit le contact, hop, voilà, on se range derrière la vérité de l'image. Et comme ça, au moins, on est irréprochable. On a la bonne note chaque week-end et tout va bien. Bah non, ça marche pas comme ça tue le jeu, quoi. À un bout d'un moment, ce genre de décision, c'est écœurant, quoi. Donc bref, très déçu. Je trouve vraiment l'utilisation du VAR absolument insupportable, mais l'outil en lui-même, par contre, j'ai envie de le maintenir, parce que pour moi, un outil reste un outil. Si en voulant enfoncer un clou, tu te tapes les doigts, c'est pas le marteau qui est mauvais, c'est ton utilisation qui est mauvaise. Bah là, c'est pareil. Pour moi, on doit mieux utiliser la vidéo. Par exemple, un truc qui me semble très simple à mettre en place et qui, je pense, ferait en sorte qu'on ressente un peu moins d'injustice, que ce soit nous en tant que supporters, mais aussi pour les acteurs du jeu, que ce soit les joueurs et surtout les coachs, c'est que chaque coach puisse demander au moins un appel à la vidéo par mi-temps. Je pense que ce serait quand même beaucoup plus sain, parce que franchement, je trouve ça dingue que ce soit l'arbitre qui décide s'il y a besoin ou pas. Je veux dire, il y a des fois, il y a des cas où vraiment c'est ultra litigieux, et l'arbitre te dit « Oh non, pas de problème ». Bah non, qu'est-ce que ça coûterait de laisser au moins un appel à la vidéo par coach ?
Moi, je dirais 2. 1 par mi-temps, je trouve que c'est bien. Après, pas trop, parce que sinon, ça devient n'importe quoi et le match, il se termine au bout de 3 heures. Au moins une fois, ça calmerait un petit peu les esprits, ça apaiserait un peu les tensions, et certainement que certaines décisions litigieuses le seraient moins, certainement qu'il y aurait de meilleures décisions qui seraient prises. Ou peut-être pas, mais au moins, je pense déjà que ça calmerait un peu tout le monde. Puis il y a aussi un autre truc, là pour le coup c'est pas vraiment la vidéo, mais c'est plus par rapport à l'arbitrage au global. Ouvre les micros, on l'a vu, c'était hyper intéressant les quelques fois où ça a été testé, je ne comprends pas que ce ne soit pas mis en place. Pour moi les micros doivent être ouverts parce que ça nous permettrait de mieux comprendre le point de vue de l'arbitre, parce que il faut dire aussi une chose, c'est qu'on a tendance aussi à oublier que l'arbitre est beaucoup plus compétent et beaucoup plus qualifié que nous sur l'application du règlement. Il y a certaines règles qu'on ignore ou qu'on a oubliées. Il y a des spécificités, il y a des manières d'appliquer la règle. Il y a aussi des nouveautés chaque année. Les lois de l'arbitrage changent. C'est pour ça qu'il y a toujours autant d'imbroglio au niveau des mains dans la surface de réparation. Un coup, on compte si c'est volontaire ou pas. Un coup, non, c'est que la main et rien d'autre. Voilà, ça, ce sont des choses, dans le feu de l'action, on n'y pense pas forcément, alors que l'arbitre, lui, il est rodé. Donc si au moins on pouvait avoir leur version à eux, je pense que déjà aussi, on aurait beaucoup plus de facilité à accepter certaines de leurs décisions. Deuxième truc que je trouve absolument insupportable, les extrémistes du football. Je parle pas des footix, encore une fois, chacun supporte le club qu'il veut, il n'y a pas de problème. Moi, je parle vraiment des extrémistes. Les supporters qui ne supportent pas la moindre critique, le moindre avis légèrement négatif ou la moindre vanne sur leur club ou sur leur joueur préféré. C'est fatigant. Alors ok, quand je fais une punchline un petit peu acide ici ou sur Twitter, je comprends, c'est le jeu. Mais bordel, quand tu te prends des salves d'insultes, des vagues de harcèlement sur les réseaux parce que tu as osé émettre un avis légèrement négatif, mais construit, mais légèrement négatif sur leur club, franchement, c'est usant en fait. Surtout qu'en plus, dans mes vidéos, je pense quand même être concret. Je ne suis pas du genre à tailler pour tailler, je ne suis pas du genre à juste critiquer pour le plaisir. Je le donne avec des avis détaillés. Après, j'ai raison, j'ai tort, ça, c'est un autre débat. Mais on peut pas m'enlever, je pense, que c'est quelque chose de constructif. Alors après, attention, je comprends très bien, quand t'es supporter, t'as envie de défendre ton club contre vents et marées, t'as pas envie qu'on l'attaque, et ça, je le comprends. Mais il y a quand même un juste milieu entre défendre son club quand il se fait attaquer et dire absolument amen à tout ce que son club dit, tout ce que son club fait, et ne pas supporter quand quelqu'un vient donner un avis rationnel sur le sujet. Quand l'année dernière, j'annonce un fiasco Galtier au PSG, je le fais pas plaisir, je m'en fous moi du PSG, je m'en fous de Galtier, je le fais parce qu'à ce moment-là, j'ai des éléments concrets et rationnels qui me font penser qu'un fiasco est en train de se préparer, tout simplement. Et si, à cette époque-là, le PSG avait été chercher Jürgen Klopp et lui avait taillé une équipe sur mesure, j'aurais fait une vidéo pour dire « Waouh, quel projet incroyable est en train de se mettre en place !» D'ailleurs, c'est plus ou moins ce que je veux dire dans une de mes prochaines vidéos sur le PSG, parce que je trouve que c'est vachement intéressant ce qui est en train de se produire actuellement. Et donc, je vais le dire de la même manière. Quand je dis à l'époque que claquer 50 millions sur Lewandowski à 33 ans, c'est une hérésie d'un point de vue financier, je le dis parce que rationnellement, c'est ce que je pense. Mais j'ai rien contre Barcelone. C'est pas parce que j'émets un avis négatif que forcément je suis anti quelque chose, parce que sinon je suis aussi anti OGC Nice, parce que vu le nombre de vidéos que j'ai fait pour dézinguer le projet Ineos ces dernières saisons, je dois être un sacré hater. Et même moi, en tant que supporter, je mets un point d'honneur à être critique envers mon club, parce que le supporter n'est pas un défenseur des personnes en place, c'est un défenseur de son club. Les décisions qui sont prises par les dirigeants, c'est encore autre chose, et on n'est pas obligé de dire amen à tout. Les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, ils passent. Les supporters restent. Ce sont les supporters les garants des valeurs d'un club. Donc c'est aux supporters d'avoir un regard critique sur leur propre club et de savoir pousser la sonnette d'alarme, de savoir pousser des coups de gueule quand ça ne va pas. Le rôle d'un supporter ne se limite pas à gueuler au stade, à acheter le maillot chaque année et à insulter les gens sur les réseaux sociaux dès qu'il y a un avis qui te plaît pas et qui va contre ton club. C'est pas ça. Il faut aussi avoir un regard critique et chercher rationnellement, analyser la situation et voir ce qui va réellement dans ton club ou pas. Sinon, je suis désolé, t'es juste un client, t'es juste un mouton. Bon allez, on enchaîne avec un point un petit peu moins clivant. Celui-là, je pense qu'on sera tous d'accord à l'unanimité, vraiment, j'en fais le pari. Les abonnements télé. Depuis quand c'est devenu un produit de luxe, bordel? Pour regarder tous les matchs, pour avoir le choix de tous les matchs européens, ça coûte un rein. Ligue 1, Ligue des Champions, Ligue Europa Conférence, Première Ligue et Saudi Pro League, maintenant ça compte. 28 € par mois sur Canal+,
Ligue 2, Ligue des Champions, Serie A, Liga, Bundesliga et Super League turque, 15 € par mois avec beIN Sport. Et à l'époque, il fallait aussi que je rajoute 25 € par mois pour avoir RMC Sport pour regarder le championnat portugais. Soit un total de 90 € par mois. Je veux dire, aucun de mes divertissements ne me coûte aussi cher tous les mois. Que ce soit le cinéma, les sorties. Bon, après, moi, je suis pas du genre à aller en boîte de nuit, là. Ça peut grimper très vite. Il n'y a rien qui me coûte aussi cher tous les mois. C'est limite, c'est ma plus grosse facture après le loyer, quoi. Je suis désolé. Tu ne peux pas, en tant que détenteur de droits, chouiner contre le piratage, le streaming gratuit, et en même temps braquer les gens à ce point. C'est pas possible. Quand Netflix débarque dans le monde du streaming pour les séries et les films, ils arrivent avec un bon compromis. C'est-à-dire, on vous propose une plateforme où tout est centralisé, une plateforme de qualité avec à peu près tous les programmes que tu souhaites voir, à un prix très raisonnable. Là, ça marche. Et c'est pour ça que ça a mis fin au piratage pour les films et les séries, ou quasiment. Mais là, c'est insupportable. Je sais pas combien d'inscriptions à faire, faut avoir cette box pour avoir droit à telle chaîne, il faut payer cher, tel match de Ligue 1, il est sur cette chaîne, mais celui-là, c'est le match vedette, alors celui-là, il sera sur telle chaîne. On n'en sort plus, en fait. Non seulement c'est cher, mais en plus, c'est pas pratique. À un moment donné, ah oui, je sais, il y a moyen de gratter quelques euros si tu arrives à choper un pack promotionnel. Moi, j'en ai un pour Canal et beIN, par exemple. D'accord, mais quand bien même, sur le principe, c'est trop. Et dans mon cas, c'est encore pire, parce que maintenant que je vis à Tokyo, je ne peux même pas avoir accès à mes abonnements. Je ne peux pas utiliser Canal+, je ne peux pas utiliser Prime, parce que je suis dans un autre pays que la France. Je suis obligé d'utiliser un VPN, donc de payer un nouveau service pour pouvoir utiliser mes abonnements. Ça, c'est quand même exceptionnel. Tu payes, mais t'as pas le droit d'utiliser ce pourquoi tu as payé. Et cher en plus. Alors ok, c'est pas la mer à boire, surtout quand un VPN, ça coûte pas très cher, et c'est plutôt pratique pour d'autres trucs. Et là, je le dis de manière totalement non sponsorisée. Très bien. Mais sur le principe, je paye un abonnement, mais sous prétexte que je ne suis pas en France, je n'ai pas le droit d'y accéder. Qu'est-ce que ça peut foutre à Canal ou à Prime que je sois à Tokyo pour utiliser mes abonnements? Qu'est-ce que ça peut foutre aux détenteurs des droits au Japon que j'utilise ça? Bah, c'est bon, c'est pas moi qui vais tuer leur business. Ah franchement amigo, hein, je rêve qu'une grosse boîte arrive, rachète tout et centralise tout sur la même plateforme. Ça serait tellement un bonheur. Avec un abonnement, je dis pas qu'il doit être aussi peu cher que Netflix. Netflix était quand même vraiment abusé, hein. Le prix au tout début, c'était presque cadeau. Moi je veux bien un abonnement même à 30, 40 €. Mais s'il y a vraiment tout sur la même plateforme, ok, là je veux bien, ça sera un prix assez raisonnable. Alors ça paraît utopique dit comme ça, mais en vrai c'est pas totalement impossible, hein, notamment avec l'arrivée des GAFAM. Hein. Apple s'est mis au foot, Amazon s'est mis au foot, voilà, on sait jamais, ils vont peut-être aller un petit peu plus loin dans leurs investissements, qui sait. Bon, puisqu'on parle d'abonnement, tu me vois venir, je te rappelle que tu peux t'abonner à cette chaîne. Et ça par contre, c'est gratuit. Alors celui-là, il me tient particulièrement à cœur, mais je sens que je vais pas me faire que des copains. Oh! Vous voulez des problèmes? La fin du numéro 10, El Ultimo Diez. J'en peux plus de ce poncif. Non seulement il est faux, mais en plus je trouve qu'il n'a aucun sens. Je suis désolé, mais pour moi c'est juste une posture pour jouer les puristes, rien de plus. Et je jette la pierre à personne. J'ai fait pareil moi aussi quand SoFoot nous bassinait avec ça il y a 10 ans, j'étais en plein dedans. Mais quand on y réfléchit sérieusement, c'est stupide. Déjà premièrement, des numéros 10, on en voit toujours sortir chaque année. Florian Wirtz, João Félix, Ryan Cherki, bon certes il a plutôt été formé comme ailier, mais au final c'est leur numéro 10 qui s'éclate le plus. Enciso, Bellingham et bien d'autres. Et à part Bellingham, bon la plupart des 10 que je viens de te citer, ce sont plutôt des joueurs qui sont uniquement concentrés sur la phase offensive et qui sont très peu concernés par les efforts défensifs. Donc on est toujours dans ce cliché du numéro 10 qui joue les mains dans les poches et qui ne brille que quand il a le ballon façon Riquelme. Et de deux, je vois pas en fait où est le problème avec les numéros 10 qui jouent de manière un peu plus reculée. Où est le souci? Si tu as la possibilité d'avoir des joueurs qui sont extrêmement doués techniquement, mais qui en plus de ça peuvent participer aux efforts défensifs, pourquoi on s'en priverait? Pourquoi on regretterait les joueurs avec lesquels tu te retrouvais à 10 en phase défensive? Ça n'a aucun sens en fait. Le football évolue, le niveau technique des joueurs évolue, le niveau physique des joueurs évolue, donc forcément, on en demande plus aux joueurs, du moment que ça ne le bride pas. Où est le problème? Moi je suis désolé, mais si j'ai le choix, je dois monter une équipe, on me dit pour ton meneur de jeu, je te propose Kevin De Bruyne ou Juan Roman Riquelme. Je prends Kevin De Bruyne tous les jours, sans aucune hésitation. Le foot, ça ne se joue pas qu'avec le ballon, faut arrêter avec cette vision Disneyland du football. Tout le monde réclame du spectacle, mais on oublie une chose, et ça j'arrêterai jamais de le répéter, le football est avant tout
un sport, ce n'est pas que du spectacle. Les joueurs ne sont pas des artistes. Oui, par moments, on peut avoir des actions qui font passer le foot au rang d'art. C'est sûr, moi, quand je vois Bergkamp contre Newcastle, j'ai envie de l'encadrer dans un tableau, ce but. Bien sûr, et bien sûr que je le kiffe. Mais je n'oublie pas que le football est un sport. Et le sport, c'est de la performance physique et technique. Le sport, le foot, c'est du talent et de la sueur. Donc si on a des joueurs aujourd'hui qui sont capables de combiner les deux, pourquoi on s'en priverait? Surtout que ces numéros 10 qui jouent un peu plus bas, qui jouent relayeur, ça ne gêne en rien au spectacle, ça n'en fait pas moins des génies. Le grand Barça de Guardiola, il y avait toujours du spectacle, pourtant il n'y avait pas de grand numéro 10. T'avais Iniesta qui jouait dans une position reculée ou sur un côté, ça n'empêchait pas qu'on le kiffait. Ça n'empêchait pas qu'il nous proposait de la magie à tous les matchs, Iniesta. André Di Maria, la meilleure saison qu'il fait, il l'a fait au poste de relayeur lors de la décima du Real. Schneider, lors du triplé de l'Inter, il joue numéro 8. Pourtant, c'est de la magie qu'il nous propose à chaque match. Quand City aujourd'hui joue avec Kevin De Bruyne et Bernardo Silva en relayeur, c'est moche aussi. Et puis pourquoi on se focalise tellement sur ce poste? Quasiment tous les postes ont évolué. Pourquoi dans ce cas, on ne se plaint pas de la disparition du numéro 9, les vrais buteurs, les renards de surface? Pourquoi dans ce cas, on ne se plaint pas de la disparition de l'ailier classique? Aujourd'hui, on ne se retrouve qu'avec des ersatz de Messi et Ronaldo qui veulent jouer faux pied pour pouvoir marquer un maximum de buts. Ça n'existe plus quasiment un ailier qui joue pour faire marquer les autres. Un ailier qui centre, c'est une denrée rare aujourd'hui. Pourquoi ne pleure-t-on pas la disparition progressive des défenseurs également? Parce qu'elle arrive bien comme il faut. La plupart des défenseurs aujourd'hui, ils ne se voient même pas comme défenseurs. Ils ont un nouveau terme dorénavant. Ils se voient comme relanceurs. Genre défenseurs, nah, c'est pas assez bien pour eux. Eux, ils se voient limite comme des milieux de terrain qui jouent un peu reculés, quoi. Tu sais, les défenseurs type Eric Garcia, Emeric Laporte, les défenseurs Nutella, moi, ça me fait criser, ces défenseurs-là. Ils sont toujours propres sur eux. Ils sont là à regarder leurs statistiques de passives et de pourcentage de passes réussies par match, au lieu de penser à comment bien défendre, à comment ne pas prendre de but avant tout. Mais c'est l'inverse, normalement. T'es défenseur, t'es là pour défendre, t'es là pour te sacrifier, t'es là pour faire en sorte qu'aucun ballon ne franchisse la ligne de ton but. Alors évidemment, si en plus de ça, tu allies une belle qualité de passe à la relance, que tu es capable de ressortir le ballon sous pression, magnifique, tant mieux. Mais d'abord, tu te concentres à bien défendre. Le reste, c'est du bonus. Bref, tous les postes ont évolué, tous les postes deviennent de plus en plus égoïstes, mais le seul poste qui a évolué dans le bon sens du jeu, on chouine, va comprendre. Un autre truc qui me rend ouf, l'inflation. Les prix grimpent de manière délirante de saison en saison et j'ai l'impression que ça ne dérange personne. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le moindre pimpin sachant faire un contrôle coûte 10 millions sans que ça ne choque personne. Enfin, c'est quand même dingue, on arrive à une époque où le moindre joueur avec du potentiel, avec un vrai potentiel, se négocie déjà à 100 millions. Je trouve ça complètement fou. Moi, je veux bien que le foot soit une industrie florissante et que les transferts soient assez élevés, d'accord, mais un peu de décence quand même, surtout qu'en plus, regardez tous ces transferts à 100 millions, la plupart sont des flops. Lukaku, Pogba, Neymar, João Félix, Dembélé, Hazard, Griezmann, Coutinho, tous des flops. Mais ça n'empêche pas que chaque année, on a quand même des transferts à plus de 100 millions qui se réalisent. Si au moins à 100 millions, on parlait de joueurs top 1, top 2, top 3 Ballon d'Or, ok, pourquoi pas? Je peux comprendre que tu lâches un 100 millions pour un Messi Prime, pour un Ronaldo Prime, d'accord. Mais pas pour un top 10, ni un top 20, ni un top 30 Ballon d'Or, je suis désolé. Là, ça devient ridicule. Regardez Folarin Balogun. Bon, lui, il a pas atteint les 100 millions. On est plus aux alentours de 40-45 millions. Mais bordel, le mec a fait une grosse saison, 45 millions. T'as fait une grosse saison à Reims. Alors, c'est pas une critique envers le joueur, je le trouve très très fort et je pense qu'il a vraiment un très beau potentiel. En plus, le marché des numéros 9 est assez restreint, donc le prix des attaquants est assez élevé en ce moment. Donc je peux à peu près comprendre. Mais quand bien même, je trouve que c'est une hérésie de valoir autant, alors que tu n'as fait qu'une seule grosse saison dans une équipe qui a végété au milieu de tableau de Ligue 1 toute la saison. Donc messieurs les propriétaires de clubs, les agents et les autres intermédiaires, laissez un peu le foot tranquille. Si vous voulez spéculer, si vous voulez investir, investissez en bourse, investissez en crypto ou dans d'autres business. Mais arrêtez là, vous êtes vraiment en train de faire mal à ce sport. D'autant que vous le savez très bien, ça ne pourra pas monter indéfiniment, ça va finir par péter. Ça va péter.
Je suis pas économiste, mais il n'y a pas besoin d'être diplômé en économie pour voir que là, on est en plein dans une énorme bulle spéculative. Et toute bulle spéculative finit bien par péter à un moment donné. Et à un moment donné, ça va faire très mal. À un moment donné, on va tous pleurer quand on va voir nos clubs de cœur faire faillite les uns après les autres. Alors je sais pas quand ou comment ça va arriver, ce sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien. Mais ça va arriver à un moment donné. D'ailleurs, regardez déjà, les championnats ont de plus en plus de mal à se vendre, ils n'arrivent pas à atteindre ce fameux milliard de valorisation, ça devient de plus en plus compliqué, ça devient compliqué d'être rentable avec des droits télé de foot. Et il n'y aura pas toujours l'Arabie Saoudite pour rattraper vos transferts foireux, donc recentrez-vous sur le football, recentrez-vous sur la formation, sur des beaux projets, sur le jeu. C'est ça que les fans de foot réclament, pas des Super League, pas des Ligues des Champions à 150 matchs par saison. Un autre truc qui me saoule bien, c'est la guerre sur les réseaux sociaux en période de mercato. De base, moi j'aime bien cette période du mercato, hein. Je trouve ça intéressant, toutes les rumeurs, de voir un peu comment les autres clubs bossent, d'attendre aussi, de voir s'il y a des joueurs stylés qui vont arriver dans mon club. J'aime bien, hein, ça m'excite comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais avec Twitter, le nombre de fausses rumeurs et de gens qui s'inventent des vies a explosé, c'est incroyable. Tous les jours, des nouvelles infos, des nouveaux insiders, de nouveaux gens bien renseignés, de nouvelles breaking news. Alors franchement, t'en as certaines, c'est pépite. J'en ai vu une la dernière fois. Breaking news avec l'emoji gyrophare, 4 fois bien sûr. Ça négocie toujours entre Matteo Guendouzi et la Lazio de Rome. Waouh, merci pour le scoop. Vraiment, merci pour cette info, c'est absolument incroyable. Ça négocie toujours. C'est pas des négociations ont commencé, non. Breaking news, ça continue de négocier. Ah non mais franchement, entre les lambdas qui s'inventent des vies de journalistes, les journalistes qui ne font que relayer les infos que leurs potes agents leur soufflent pour qu'ils puissent valoriser un petit peu leurs joueurs, les quelques pauvres journalistes qui ont de bonnes infos, les lambdas qui copient les journalistes qui ont des bonnes infos, les journalistes qui copient les autres journalistes en faisant la guerre. Non, c'est moi le premier qui les dit, non, c'est moi. Plus. Et le pire, c'est que ça marche. Tu te retrouves avec un tas de mecs qui n'ont aucune culture foot, qui n'ont pas de vraies infos, qui n'apportent aucune plus-value, avec des audiences de malades. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que les mecs, tu les vois que l'été et l'hiver. Le reste de l'année, il n'y a plus personne. Les mecs, c'est des experts du foot, mais saisonniers. Alors bien sûr, je ne fais pas de généralité, je le dis tout à l'heure et je le reprécise, il y a des journalistes mercato qui bossent très bien, et journalistes mercato, pour le coup, c'est quand même très compliqué, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investigation, beaucoup de relationnel. Moi, personnellement, quand je travaillais en rédaction, j'avais réfléchi, j'ai essayé un petit peu de creuser pour avoir des informations, mais ça m'a très très vite saoulé. C'était un travail vraiment fastidieux. Donc je clash pas les journalistes mercato. C'est vraiment toute cette guerre sur les réseaux sociaux qui me fatigue. Enfin bref, ça me gonfle, d'autant plus que ça va être tellement chiant pour les clubs qui essayent de bien bosser, tu vois, les petits et les moyens clubs qui travaillent toute l'année pour dénicher des pépites, et quand ils arrivent à faire une offre, quand ils essayent de boucler le dossier, t'as un mec qui vient tout balancer sur les réseaux sociaux avec le montant de l'offre, tout le joueur, tout ce qu'il faut, et du coup, tous les autres clubs concurrents sont au courant, et ils ont plus qu'à s'aligner. Tu vois, enfin, c'est un truc de ouf. Et une dernière chose dans ce terme, c'est encore une fois pour les bons journalistes mercato qui se font tracher, qui se font lyncher quand ils se donnent une bonne info, mais qui ne se vérifient pas par la suite. C'est-à-dire, ils t'annoncent que tel joueur va signer, c'est quasiment fait, il y a un accord verbal qui a été trouvé, et finalement, le deal capote 3 jours après, le joueur ne vient pas. Alors qu'il y a vraiment eu un accord. Mais non, les gens, tout ce qu'ils vont retenir, c'est « Ah, tu nous as donné une mauvaise info, tu nous avais dit qu'il allait signer. » Bah non, il a dit qu'il y avait un accord qui a été trouvé. C'est pas parce que ça s'est pas vérifié par la suite que l'info était fausse. Allez, on continue avec un sujet qui m'a toujours fait péter les plombs. Si tu me suis sur Twitter, j'ai déjà eu pas mal de fois ce débat-là. Et pour le coup, celui-là, il fait pas l'unanimité, donc j'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. La règle du hors-jeu. Déjà, de base, c'est une règle compliquée à mettre en place, mais je trouve qu'avec la vidéo, on en revient encore à la vidéo, c'est devenu n'importe quoi. Les hors-jeux sifflés au millimètre près, au poil de cul près, bordel. Le but de la règle du hors-jeu, c'est quoi? C'est d'éviter que les attaquants jouent la carotte. Mais là, on n'en demande pas un peu trop aux joueurs? Les mecs jouent à 90 minutes à haute intensité tous les week-ends, et on leur demande en pleine action d'être parfaitement sûr qu'au moment du départ de leur appel de balle, ils soient parfaitement alignés avec tous les autres défenseurs. Le mec, faut qu'il ait des yeux bioniques avec une vision à 360 degrés en fait. Même la vidéo n'arrive pas à calculer aussi précisément. Même à la vidéo, on a du mal à trouver la véritable frame qui permet de voir à quel moment, à quelle seconde près,
le ballon a quitté le pied du joueur qui a fait la passe. Mais par contre, à l'attaquant, qui est un être humain, lui, il est censé calculer tout au millimètre près. C'est quand même une dinguerie. Pourquoi ne pas être un petit peu plus humain envers les attaquants? En plus, on réclame du spectacle. Alors voilà un moyen sympa de mettre du spectacle et d'avoir plus de buts. Laissez la prime à l'offensive. Pourquoi pas ne pas instaurer une tolérance? 5 cm de tolérance, par exemple, ça coûterait quoi? Ça dénaturerait le jeu de mettre 5 cm de tolérance. Alors j'ai déjà eu ce débat et on m'a déjà dit oui, mais tu ne fais que déplacer le débat si tu mets une tolérance à 5-10 cm. Et bah du coup, à 6 cm, on te dira que c'est pas grand chose, ça fera que 1 cm. Non, c'est une tolérance. Le mot tolérance est important, c'est-à-dire que à 4 cm hors jeu, tu es hors jeu, mais on le tolère, on ne te sanctionne pas. Donc si tu es à 6 cm hors jeu, tu es à 6, pas à 1 de plus. Certes, il y a une tolérance sur les 5 premiers, mais tu es à 6. Donc même s'il y a eu une erreur, même si tu étais à 5 cm, tu étais quand même hors jeu, c'est juste qu'on l'a toléré. C'est tout. Alors je sais très bien que cette explication ne va pas satisfaire tout le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent que la règle soit ultra stricte comme ça va être fait en débat, mais c'est faux, on le sait très bien que ça ne mettra jamais fait en débat, il y aura toujours des gens pour crier à l'injustice. Et en fait, moi quand je propose cette mesure, ce n'est pas pour mettre fin au débat, c'est juste pour être plus humain envers les attaquants. Rien de plus. Bon, celui-là, il est peut-être pas insupportable. Il est un peu lourdingue, mais il est drôle à force. Les gars, arrêtez de croire que votre club dérange. Arrêtez de croire qu'il y a un complot contre votre club à chaque fois qu'on siffle un penalty. Et il y en a dans tous les clubs, et pas qu'en France, hein, franchement, je le vois aussi dans d'autres pays. Tout le monde a ce sentiment que son club est seul contre tous, que personne ne veut le voir réussir. Il y a toujours une alliance, quelque chose, tu vois, il y a toujours un truc. Et le pire, c'est que tu as toujours les mêmes phrases qui reviennent. C'est toujours « Ouais, mon club dérange, ouais, Amiens dérange. Ouais, le FC Nantes dérange. Ouais, le Real dérange. » Tu vois, c'est petit ou grand club, hein. Franchement, ça touche absolument tout le monde. Il y a toujours ce sentiment que son club dérange. D'ailleurs, il y a un thread sur Twitter qui avait récolté toutes les phrases du type dans tous les clubs de Ligue 1, même les plus petits qui aujourd'hui sont en D2 national. Tu trouves des supporters qui pensent que leur club dérange. Mais non, les gars. Il n'y a pas de complot. Et très certainement que la décision qui a été prise n'était pas si scandaleuse que ça. C'est juste qu'elle vous touche, qu'elle vous frustre. Donc vous en faites des caisses. Mais avec un œil extérieur, elle sera peut-être pas si choquante que ça en fait. Parce qu'on va le dire clairement, que vous supportiez un petit ou un grand club, on s'en fout de votre club. Arrêtez d'essayer de tirer une quelconque noblesse d'une erreur d'arbitrage, quelle qu'elle soit. Allez, on termine avec un dernier truc. Bon, là aussi, c'est pas non plus le plus important, mais je le trouve un peu ridicule. C'est la communication des joueurs sur les réseaux sociaux. Alors, je parle pas d'Instagram où ils mettent leurs stories, leurs machins, tout ça. Bon, ça, à la limite, y a pas de souci. Je pense plus sur les réseaux sociaux type Twitter. C'est vrai que je parle beaucoup de Twitter, mais en même temps, c'est vraiment un réseau social vraiment important, je trouve, dans la sphère du football. Il se passe quand même beaucoup de choses et quasiment tous les acteurs du foot sont présents sur Twitter. Donc, c'est quand même assez logique d'en parler. Mais la communication des joueurs, bon, déjà, elle est très lisse. Et en plus, elle est gérée la plupart du temps par un community manager. C'est même pas eux qui s'expriment. Mais la communication des joueurs, après un match perdu notamment, je trouve ça dingue. Tu regardes les 3/4 des joueurs, après une défaite, qu'est-ce qu'ils font? Ou en tout cas, leur CM font. Ils vont te poster 4 belles photos de tout seuls. 4 belles photos où ils sont plutôt mis en avant, plutôt à leur avantage, avec un petit message, genre... Oh, we are disappointed, but let's keep fight together until the end. Emoji épée qui se croisent. Pourquoi tu parles anglais? Tu joues à l'Estac, pourquoi tu parles anglais? Tu t'adresses à un public français, tu t'adresses à des supporters français, francophones. On dirait que t'es en train de tapiner pour te trouver un club de première ligue. Tu viens de perdre un match. Arrête de parler anglais. Si tu veux vraiment transmettre un sentiment d'unité à tes supporters, parle dans leur langue déjà, c'est un bon départ. Alors je ne vais pas parler de manque de respect, ça serait disproportionné, encore une fois, ça reste un point pas si important que ça. Mais quand même, montre un peu de considération. On sait très bien que 90% des clubs aujourd'hui ne représentent que des tremplins à vos yeux pour un jour finir dans un top club de première ligue ou au Real, au Barça, voilà, le très très haut niveau. Évidemment, on le sait, mais c'est pas une raison pour ne pas s'intéresser à la culture des clubs pour lesquels vous jouez, à la culture de la ville que vous représentez, même si c'est qu'une saison ou deux.
jouez le jeu à fond, essayez de nouer un véritable lien avec les supporters, comme ça vous laisserez un bon souvenir, vous apprécierez encore plus votre passage et vous serez peut-être même encore plus épanoui sur le terrain, vous serez peut-être même plus unis en tant qu'équipe si vous retrouvez tous autour de l'amour d'un club ou en tout cas de respect, peut-être pas parler d'amour mais un peu plus de respect pour le club pour lequel vous jouez, vous serez plus apprécié par les supporters, vous serez plus apprécié même par les médias et puis même en tant qu'homme. Intéressez-vous à toutes ces différentes cultures. C'est ça aussi qui va vous forger, qui va vous donner de la personnalité. Surtout qu'en plus aujourd'hui, la plupart des joueurs sont très très jeunes, donc vraiment profitez à fond. Vous allez regretter. Ne pensez pas qu'au futur gros transfert qui peut-être n'arrivera jamais. Alors attention, évidemment, là je parle pour des petits et des moyens joueurs de Ligue 1, Ligue 2, je parle pas pour les stars du championnat ou pour les joueurs étrangers qui parlent pas la langue. Là encore, c'est encore autre chose, évidemment. Je veux pas réclamer à ce qu'un Anglais parle parfaitement français au bout de 2 mois en Ligue 1, évidemment. Enfin bref, je sais que je pisse dans un violon de toute façon. Quand je vois à quelle vitesse cet été des top joueurs ont quitté des top clubs pour aller en Arabie Saoudite, alors qu'ils jouaient dans des clubs avec une histoire, un palmarès, avec un énorme salaire, avec tout ce qu'il fallait, mais non, il leur fallait encore plus. Bon, on a bien compris que l'aventure humaine, tout ça, ça leur passe au-dessus. Et peut-être que si j'étais à leur place, je ferais pareil, j'en sais rien en vrai. Sinon, il y a aussi la multipropriété des clubs et la réforme de la Ligue des Champions qui m'énerve. Mais ça, j'en ai parlé en détail, en profondeur, dans une belle vidéo que j'ai réalisée avec un max de foot et Talk My Football. Je te la conseille. Si tu ne l'as pas encore vue ou si tu as envie de te la refaire, si tu as envie de continuer. Bon, celle-là, elle sera un petit peu plus posée, elle sera un peu plus chill. J'espère que tu es encore là, j'espère que tu as réussi à me supporter pendant tous ces petits coups de gueule. Moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, j'en avais besoin. Si tu as kiffé, n'oublie pas encore une fois le petit pouce bleu, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.